Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le Covid aura accéléré une tendance de fond présente depuis de nombreuses années dans les entreprises et dans le monde informatique. Je veux parler de l'adoption massive du télétravail et des outils de communication associés et également la fin de l'obligation de présence physique sur le lieu de travail. Je veux dire, il y a quelques années c'était encore assez anecdotique et maintenant c'est de plus en plus répandu et accepté. Également l'amélioration de la gestion des équipes et des projets à distance. Ce sont des choses qui se sont largement répandues grâce au Covid. Est-ce une si bonne nouvelle? Alors si tu es développeur, si tu es freelance ou si tu comptes le devenir en 2021, tu peux te dire comme ça de prime abord, écoute, c'est cool, les boîtes sont de plus en plus ouvertes à cela. Mais dans le livre Race Against the Machine, il y a deux économistes du MIT que je vais citer qui s'appellent Eric Brion Johnson et Andrew McAfee, disent quelque chose d'assez intéressant. Les nouvelles technologies numériques sont en train de transformer le marché du travail de manière inattendue. Il se trame une grande restructuration et il y aura des gagnants et des perdants. Alors dans cette vidéo, je voudrais te parler des gagnants et des perdants du nouveau monde dans lequel on est déjà entré depuis quelques années et qui a été accéléré par le Covid. C'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, développeur full stack et freelance. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors reprenons sur ce qu'avancent Eric Brion Johnson et Andrew McAfee dans leur livre, c'est assez intéressant. Ce qu'ils disent, c'est que la grande restructuration qui a lieu en ce moment est due aux technologies. En fait, les technologies avancent si vite que les salariés sont constamment à la traîne et surtout les moins qualifiés. Et c'est clairement ce qu'on voit. Je veux dire, quand tu revois les moins qualifiés, c'est ceux qui sont le plus facilement remplacés par des machines, par des robots, par des algorithmes. D'ailleurs, il y a un grand cabinet d'audit américain qui offre en fait des primes aux managers qui arrivent à supprimer des postes à plus de 100 000 euros, qui arrivent en fait à supprimer ces postes par des machines, par des algorithmes. Et pour les autres postes, alors qu'en est-il pour les autres postes? Les postes qu'on ne peut pas encore vraiment remplacer, ce qu'ils disent, c'est que les outils de communication et de télétravail permettent de plus en plus d'externaliser des rôles clés à des freelances externes, parfois même à l'autre bout de la planète. Et moi personnellement, j'ai déjà vu ça. Je veux dire, ça m'est arrivé dans pas mal de boîtes de voir des postes clés, des postes de chef de projet, de scrum master, de manager, etc. être délégués à des personnes dont on ne soupçonnerait pas qu'elles seraient freelance. Et c'est vrai que c'est fini l'époque où l'on sous-traitait uniquement le ménage des bureaux à des sous-traitants. Je veux dire, maintenant, quasiment tout, beaucoup de choses sont sous-traitées. Alors oui, les salariés les moins qualifiés vont souffrir, mais tout n'est pas morose. Ce que disent les deux économistes, ils décrivent en fait une sorte de fracture et clairement c'est ce qu'on voit de plus en plus. Il y a vraiment une grosse fracture, c'est-à-dire que d'un côté, tu as les perdants, c'est-à-dire ceux qui subissent de plein fouet l'automatisation et qui sont facilement externalisés, qui sont facilement remplacés par des prestataires externes. Et de l'autre côté, il y a les gagnants. Et finalement, les gagnants sont ceux qui raflent la mise. Alors, quels seront les gagnants en 2021 dans cette nouvelle économie? Cette analyse en fait permet d'identifier trois groupes de gagnants. Donc, c'est intéressant de voir un peu les trois groupes de gagnants là dans le nouveau monde dans lequel on est en train d'entrer. Le premier groupe, c'est les propriétaires. En gros, les propriétaires, c'est ceux qui disposent de capitaux pour investir dans des sociétés. Aujourd'hui, si tu as des capitaux, si tu as du capital, je veux dire, tu peux investir dans une société comme Instagram, une société qui a été revendue pour plus d'1 milliard de dollars alors qu'elle a que 13 salariés. Alors bien évidemment, pas facile de faire partie de ce groupe-là, sauf si tu as hérité, j'ai envie de dire, d'une grosse fortune. Le deuxième groupe qui est un groupe intéressant, c'est le groupe des salariés extrêmement qualifiés. Alors j'insiste sur la partie extrêmement qualifiés. Alors c'est pas seulement ceux qui sortent de grandes écoles et qui apprennent un peu du bullshit abstrait, c'est pas de ça dont on parle. On parle vraiment des salariés, ceux qui sont capables d'utiliser des machines complexes pour accroître leur productivité. On parle de prototypage rapide, d'analyse de données, etc. Et dans le livre Deep Work d'ailleurs de Cal Newport, il prend l'exemple d'un analyste de données, quelqu'un qui
qui fait comme ça des estimations pour les votes, pour des prédictions pour les votes comme ça. Et il explique que ce type de métier, c'est réservé justement aux personnes qui sont en pointe, qui sont capables d'utiliser des serveurs poussés, des serveurs de calcul, et en même temps maîtriser des langages comme le SQL pour faire des vues, etc., pour manipuler les données. Donc ça, c'est le deuxième groupe, le groupe des personnes qui sont des salariés, qui sont extrêmement qualifiés. Le troisième groupe, il parle justement, le troisième groupe, c'est les superstars. Donc c'est un groupe assez intéressant, c'est le groupe des superstars. Il prend pour exemple David Hanson, le créateur du langage Ruby, qui est une pointure d'ailleurs dans le monde du travail à distance. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que les outils de télétravail modernes, en fait, ont détruit le régionalisme. En fait, ils disent que c'est plus vraiment logique actuellement, je veux dire, d'embaucher un développeur à temps plein toute l'année avec tous les avantages qui vont avec le fait de lui trouver un espace dédié, un bureau, des machines, etc. Alors qu'on peut tout simplement se payer l'un des meilleurs développeurs au monde durant le temps d'un projet. On peut tout simplement se payer une superstar, comme ils disent dans le livre, durant le temps d'un projet. Alors bien évidemment, dans ce scénario, bien la société a un meilleur résultat pour un coût plus faible, puisqu'elle n'est pas obligée d'embaucher une superstar à l'année. Elle embauche uniquement durant le projet. Et enfin, le freelance, pour lui, c'est du gagnant-gagnant, puisque finalement, le freelance peut travailler avec plusieurs clients dans l'année et finalement il pourra mieux gagner sa vie. Je veux dire, le fait que le freelance soit à Bali, soit en Espagne, soit peu importe où dans le monde ou dans un bureau physique à Paris a très peu d'impact. Avec tous les outils modernes, tout est presque aussi fluide. Alors le problème de ça, c'est que malheureusement, ce qui est dit dans ce livre, c'est que ça impacte négativement, sévèrement les développeurs locaux les moins qualifiés. Et c'est ça le problème. Et donc tout ça, ça amène à un phénomène assez intéressant que j'ai vu dans cette étude, c'est que le gagnant rafle tout. Il prend encore l'exemple d'un autre économiste, alors je vais citer beaucoup d'économistes dans cette vidéo, c'est Sherwin Rosen, donc qui a analysé les marchés monopolistiques avec des formules, etc. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a modélisé le talent, tout simplement. Et ce qu'il dit, c'est que le talent ne peut pas être substitué. Autrement dit, tu ne peux pas, c'est pas en prenant 10 mauvais développeurs que tu arriveras à un bon développeur. C'est comme prendre 10 mauvais violonistes en espérant avoir une bonne symphonie. Alors, je sais pas si c'est une symphonie qu'on dit, mais avoir de la bonne musique. En fait, le talent, c'est pas une matière première que tu peux cumuler comme ça pour avoir le niveau attendu. Le meilleur est tout simplement récompensé dans un marché où le client a accès à tous les acteurs. Autrement dit, les superstars se tailleront toujours la part du lion. Il prend un exemple aussi intéressant. C'est celui des disquaires en fait dans les années 80. Si tu regardes le marché des disquaires dans les années 80, eh bien les disquaires régionaux, les disquaires de ta ville, peut-être qui mettaient en avant des groupes locaux. Je veux dire, le marché était local. Il y avait peut-être un groupe de rock, un groupe de rap local qui était mis en avant dans ce disquaire. Maintenant, tout ça c'est fini avec Internet. Maintenant, les superstars raflent tout car tout le monde a accès à tout. Alors comment faire pour réussir? Comment faire pour faire partie des gagnants? Comment faire pour faire partie des superstars? Alors, si tu comptes rejoindre le premier groupe, c'est-à-dire le groupe des propriétaires, je n'ai pas vraiment de conseils à te donner pour amasser rapidement des capitaux. Je pense que ça va être un peu compliqué. Donc je pense que j'exclurai de faire partie de ce premier groupe, c'est-à-dire le groupe des propriétaires. Concernant le deuxième groupe, les groupes des salariés extrêmement qualifiés, alors tout ce que tu as appris dans la plus grande des écoles, je veux dire, est périmé au bout de quelques années, je veux dire, et c'est rare les entreprises qui sont capables de réellement bien former les développeurs sur le long terme. En fait, elles ont peur du turnover, elles ont peur de former pour rien. Donc du coup, elles font le minimum légal. Ils sont rares les salariés bien formés, extrêmement bien formés. Mais si tu fais partie de ce groupe, finalement, tu n'as pas trop de soucis à se faire, selon bien sûr les deux économistes. Pourquoi ils sont rares? Car pour garder un salarié extrêmement bien formé sur le long terme, il faut investir massivement et ça coûte cher d'investir sur un salarié. Et on ne parle pas bien évidemment d'investir quelques heures comme ça, comme les SS2I le font un peu. On va te faire 2 heures sur un sujet. Non, c'est pas comme ça. 2 heures dans l'année, tu vas pas aller bien loin comme ça. Donc si tu as une boîte, toi, qui investit massivement sur toi, qui te permet d'être un développeur
extrêmement bien formé, c'est très rare, donc finalement ne la quitte presque pas. Sinon, qu'est-ce qui reste? Il reste le troisième groupe, c'est-à-dire le groupe des superstars. Dans ce groupe, tu peux agir directement. Alors, je comprends, ça peut faire peur de se comparer à une superstar, mais tu dois en fait, tu dois comprendre que pour réussir, tu dois te construire en fait un profil de superstar. Bien sûr, à ton niveau. Je veux dire, tu vas pas avoir le niveau de David Hanson, le créateur de Ruby, si tu as 1 an d'expérience. Mais tu dois avoir un profil de superstar par rapport, bien sûr, à ton nombre d'années d'expérience. Si tu as un nombre d'années d'expérience, si tu as 1 an d'années d'expérience, tu as des développeurs qui ont 1 an d'expérience, tu as différents niveaux et tu peux être une superstar avec 1 an d'expérience. Alors, comment le devenir? Comment devenir une superstar du dev? Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'insiste là-dessus, mais il faut bien comprendre que ton diplôme ne te sauvera pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en freelance, ça n'a pas autant d'importance que ça. Je veux dire, c'est peut-être un plus en fait quand tu sors tout juste d'école par rapport à quelqu'un qui sort pas d'école. Mais ça, c'est quelque chose qui t'aide. C'est un petit plus pendant la première année ou la deuxième année, mais c'est pas quelque chose sur lequel il faut compter pour toute ta vie. C'est pas quelque chose qui va te sauver en fait toute ta vie. Deuxièmement, donc tu dois comprendre qu'il faut évoluer en permanence. Moi, j'en parle souvent de ça. Un développeur qui est figé dans le temps, c'est un développeur en fait qui recule. Ne reste jamais sur tes acquis. Tu dois évoluer en tant que développeur, en tant que freelance. Tu dois évoluer en permanence. Autre chose hyper importante, c'est que tu dois être capable, tu dois avoir cette capacité d'apprendre des choses, tu dois être capable d'apprendre des choses rapidement et des choses difficiles. Donc, tu dois être concentré et focus. En ce moment, justement, je suis en train de relire le livre Deep Work de Cal Newport et il parle justement du travail en profondeur versus le travail superficiel dans lequel beaucoup de personnes sont actuellement. Je veux dire, beaucoup de personnes sont en train de travailler de manière superficielle, sont dérangées par les réseaux sociaux, etc. Et c'est la pire chose pour apprendre rapidement des choses difficiles. Voilà. Autre dernière chose que je voudrais dire, c'est que tout ça sert strictement à rien si tu n'as pas de stratégie claire et une vision claire de ton projet de freelance. Alors moi, le truc que j'entends assez souvent, c'est: salut Mike, j'apprends d'abord le code et ensuite je réfléchirai à mon projet de freelance. C'est quelque chose qui peut sembler comme ça tout à fait logique. Je veux dire, il faut avoir des compétences à vendre en freelance. Mais finalement, si tu n'as pas de projet de freelance, tu apprends quoi en fait? Moi, tu vas apprendre, ça prend du temps quand même. Donc tu vas apprendre quoi? En plus, la programmation, c'est pas non plus facile, c'est pas à donner. Il faut passer du temps, être concentré, etc. Il y a énormément de concepts à apprendre. Donc, si tu dis j'attends d'abord avant d'apprendre à coder, je réfléchis, machin, tout ça. T'apprends quoi? Dans quel but? Est-ce que c'est pertinent en fait avec ton projet de freelance? Est-ce que tu n'apprends pas des choses pour rien aussi? Je veux dire, si t'as pas de stratégie, peut-être que tu vas partir dans tous les sens et apprendre des choses dont tu n'as pas besoin. Peut-être que tu vas même apprendre les mauvaises choses. Peut-être que tu vas même tout simplement perdre ton temps. Sauf si bien sûr ton but c'est d'apprendre un langage de programmation pour t'amuser. Et si ton but c'est de t'amuser, bien sûr il n'y a aucun problème avec ça. Mais si ton but c'est d'apprendre à coder, si ton but c'est d'évoluer pour te reconvertir dans le but d'en faire une carrière de freelance, peut-être qu'il est temps de réfléchir à ta stratégie. Peut-être que tu n'as pas encore réfléchi à ta stratégie de niche, auquel cas tu apprends, comme je disais, des choses pour rien. Peut-être que tu n'as pas encore réfléchi à ton positionnement, à ta valeur perçue, et peut-être que même tu as déjà pas mal de bonnes compétences. Peut-être que tu as déjà des compétences pour te lancer en freelance, mais tu sais tout simplement pas les vendre. Et si tu sais pas vendre tes compétences, tu as beau être le meilleur développeur du monde, si tu n'es pas capable de vendre tes compétences, ça sert à rien. Alors tu auras compris, si ton but est de devenir freelance en 2021, si ton but est de faire partie des gagnants, il va falloir que tu réfléchisses clairement à une stratégie de long terme. La stratégie qui marchait peut-être à l'époque, j'apprends un peu le JavaScript, j'apprends un peu le Python, je fais un peu de MySQL, je mets mon profil sur Malte et j'attends. C'est plus une stratégie qui fonctionne en 2021. Donc tu es probablement au courant que cette semaine, j'ai rouvert les portes du système freelance. J'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière et dans les emails que j'ai envoyés toute la semaine. Donc c'est quoi si tu n'es pas abonné aux emails quotidiens? C'est tout simplement un programme d'accompagnement pour les développeurs qui veulent se lancer en freelance. Le but, il est vraiment tout simple. Faire de 2021 ton année de freelance, que tu fasses partie des gagnants. Le but, c'est que tu construises un système
ton système, un système qui va te permettre de vivre sereinement et librement de ton activité de freelance. Le but, c'est de ne plus stresser pour faire rentrer de nouveaux clients. Le but, c'est que tu fasses partie tout simplement des superstars, que tu sélectionnes les meilleurs projets, les meilleurs clients, que tu puisses facturer plus cher et qu'on arrête de te prendre pour un simple ouvrier. J'ai rien contre les ouvriers, mais en tant que développeur, tu n'es pas un simple ouvrier, tu es un artisan et tu dois être respecté pour cela. Le but, c'est de pouvoir travailler d'où tu veux, de t'organiser comme tu souhaites, de dégager plus de temps pour toi, pour voyager, pour ta famille ou tes projets personnels. Le but d'être freelance, c'est bien évidemment de pouvoir être autonome là-dessus. Et le but, c'est bien évidemment de créer un environnement propice au développement de ta carrière. L'idée, c'est que tu rejoignes une communauté de développeurs freelance qui s'entraident en rejoignant des groupes de travail et en te faisant bien évidemment coacher si tu le souhaites. Bref, je te refais pas le programme en détail, j'en ai parlé longuement dans pas mal de vidéos. Si tu veux, je te remettrai le lien d'une vidéo qui présentait vraiment ce programme en détail. Mais si tu veux plus d'informations là-dessus, ce que je fais, je te mets en dessous dans le premier lien dans la description le détail de ce programme, le système freelance. Ce qu'il faut savoir, c'est que les places sont limitées en raison de l'accompagnement. Effectivement, il y a de l'accompagnement, il y a du coaching, etc. Donc les places sont limitées, on ne peut pas prendre sur le planning, ça rentre pas de prendre tout le monde. Donc voilà, il y a quelques places limitées et donc on fermera les portes avec Charlot dimanche soir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, à samedi 11h pour un petit live avec Charlot. Ciao.